Bonjour à tous. Merci d'être venus si tôt ce matin, même s'il est quand même pas si tôt que ça. Qui a déjà fait de la cinématique VR dans la salle? Levez le doigt s'il vous plaît. Lève le doigt. Voilà, merci. C'est d'accord. Donc il y a beaucoup de gens qui viennent découvrir les choses, si je comprends bien. Alors c'est bien parce que ce matin on a un panel quand même de stars, hein. Voilà, de gens qui font de la VR depuis longtemps, qui en distribuent, qui en fabriquent, qui font tout, et puis qui ont fait autre chose que de la VR. Donc ça c'est bien, c'est les gens de l'image en majorité quand même, puisqu'on parle aujourd'hui de la cinématique VR, donc c'est-à-dire de l'image tournée. Ce qui n'est pas la même chose que de l'image rendue en 3D par exemple, comme de la VR 3D temps réel, donc c'est très différent. Donc je vais faire un peu le tour de la table. Je commence par Alan, je te laisse, alors il y a des micros là, je vais les distribuer. Voilà, il y en a un autre là, je le mets là, comme ça vous avez... Bonjour. Alan qui est là, donc vous voyez il est sponsorisé par Visual Impact. Parce qu'ils travaillent en fait chez Visual Impact, voilà, c'est ça. Je te laisse te présenter. Alors bon, je suis Alan Richardin, je m'occupe de la section réalité virtuelle et vidéo 360 degrés à Visual Impact France à Paris. Donc nous sommes distributeurs des principales marques de VR, on va dire, de caméras, Insta360 et Kandao en distribution officielle en France, et on est loueur pour de la Zcam, de l'Insta360, de la Kandao et aussi de la Piece of Tech, qui est la toute petite caméra là-bas, dont je vais parler un peu plus tard. Voilà. Et donc on accompagne beaucoup de clients dans cette nouvelle structure qui est la VR, qui est un petit peu obscure pour beaucoup de gens encore aujourd'hui. Il y a beaucoup de boîtes de prod qui s'y intéressent et qui ont encore besoin d'accompagnement pour découvrir ce monde-là assez neuf, assez frais. Donc on est là pour ça. Voilà. Donc Alan, c'est mon copain. Voilà, enfin c'est mon copain. C'est pas mon petit copain, c'est mon ami. Pardon, je commence mal le truc. Il nous a ramené des jouets. Donc qu'on va expliquer, qu'on va regarder un petit peu, voilà. Alors on n'aura pas le temps de passer des heures et des heures à décortiquer tout ça, mais ça vous permet quand même d'avoir une image en dur d'une caméra qui est sortie il y a un mois, à peu près 3 mois, on va dire. Ah pardon, 3 mois, et qui fait le buzz pour des bonnes raisons et puis des mauvaises aussi, hein, faut être honnête. Donc 2 caméras ici très différentes. Pour des usages, de mon point de vue, très différents. Donc, on en parlera après. Olivier, je te laisse te présenter. Alors, je ne sais pas si je te laisse te présenter sur ton surnom ou pas. Ouais. Alors, plus de gens me connaissent sur mon surnom, donc qui est Castor. J'ai un historique de 25 ans de machinerie. Ça fait à peu près 20 ans que je m'intéresse à la prise de vue en relief. Et puis, comme beaucoup, je suis passé à la VR il y a 5 ans maintenant. Donc, en bricolant, continuant mon background de bricoleur, inventeur, et effectivement il y a 5 ans toutes ces caméras n'existaient pas, donc il fallait un peu commencer par assembler des caméras. On a tous commencé par des GoPro, puis je suis passé à des caméras de plus en plus grosses. Des objectifs sont arrivés aussi, on pourra en reparler tout à l'heure, et essayer de se diversifier un peu, essayer de faire monter la qualité en fonction des projets, des ambitions, des budgets. Alors si je me trompe pas, tu as été quand même sur à l'origine, en tout cas, je ne sais pas de sous quelle forme, mais accompagné à l'origine une société qui s'appelle DV Mobile. Oui, tout à fait. Hein, oui. Voilà, donc ça c'est important de le souligner parce que on est en 2019, donc à la préhistoire de la VR en 2015, on va dire. Oui, pour faire un petit retour sur DV Mobile qui est devenu DV Group. Il y a donc maintenant 6 ans, cette société était dans les applications mobiles et a eu la chance ou le parcours, on va dire, de faire la première application VR pour Red Bull. Et en faisant cette application, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas de caméra à l'époque qui permettait de faire de la captation en live 360, qui était l'une des demandes de Red Bull. Donc de là, la société est devenue la R&D de Red Bull Autriche pour les premières captations en live. Donc là, on parle d'une captation en live en intimité pour Red Bull il y a de ça 5 ans. Et de fil en aiguille, moi je suis arrivé juste après cette période-là où on a continué les recherches. J'étais sur cette lignée de R&D sur le live. Bravo. On passe à l'autre côté de la table.
Anne-Angèle, pareil, je te laisse te présenter. Voilà. Donc moi c'est Anne-Angèle Bertoli, j'ai un peu le même parcours que Castor, hein, puisque je viens du long métrage, de la fiction. Je suis assistante caméra normalement en fiction, long métrage depuis à peu près une dizaine d'années. Et puis je suis tombée dans la VR il y a à peu près 5 ans en assistante caméra en faisant le premier court métrage fiction, Aïe Philippe. Voilà, c'était un peu les balbutiements de la VR. On trifouillait un peu, on se tâtonnait, voilà, c'est sorti la première fiction en VR, et puis depuis, de fil en aiguille, suivant les projets, soit je suis assistante caméra, soit je suis chef opératrice, soit je suis les deux, puisque tout est une question de budget aussi et de projet. Ça, on en discutera peut-être un peu plus tard, et donc voilà, je suis, voilà, je regarde un peu les caméras, les différents rigs, les différents, les différents process qu'on doit avoir suivant les projets, puisque en fait chaque projet est différent et on doit à chaque fois être flexible par rapport à ça. Voilà. Et tu es modeste, parce que bon, moi je te connais, je sais que tu fais plus que regarder les caméras. Voilà. Sergio, voilà, qui est là. Je te laisse te présenter aussi, pareil. Bon, je suis Sergio Ochoa et j'occupe mon temps en tant que creative technologist dans une société qu'on a ouverte à convocation internationale. Donc, on est établi à Paris, à Londres et New York en même temps. Et on s'occupe principalement d'un peu de faire de la recherche sur la narrative virtuelle et immersif en général. Et d'un côté, on fait beaucoup de travail des champs en train de développer des caméras, par exemple, personnalisé et customisé exactement pour chaque projet et pour améliorer la possibilité narrative de ce monde immersif. Et de l'autre côté aussi, on développe un peu de logiciels. Et je viens de développer, avant de construire ce projet, je viens de faire Mystica VR, un logiciel pour Stitch, pour nous aider à stitcher toutes les caméras. Donc il y a une longue trajectoire de 15 ans en train de développer des outils stéréoscopique, spécialement pour le cinéma stéréoscopique au début, dans les cinémas flat, on va dire. Et après, bon, on a tombé de manière naturelle dans la réalité virtuelle parce que c'est vraiment relationner la perception immersive de l'image avec la stéréoscopie. Et c'est ça qui nous intéresse. Et maintenant, on est plutôt dans la recherche en général de tous les narratifs immersifs, en train de mélanger la réalité virtuelle, la réalité augmentée, mélanger tout pour raconter des histoires. Bon, vous avez remarqué que Sergio n'est pas finlandais. Il faut rappeler aussi une petite historique qui s'appelle SGO, qui est donc une société bien connue des cinéastes, puisque SGO c'est quand même l'éditeur de Mystica Ultima, notamment avant Mystica VR. Donc Mystica Ultima, c'est vrai que c'est une solution de post-production assez utilisée encore aujourd'hui, notamment pour la stéréoscopie, ce dont tu parlais. Par la majorité des studios hollywoodiens qui veulent faire de la vraie stéréoscopie, mais pas après. Donc c'est important de le souligner parce que ça veut dire que tu as quand même un background assez important à ce sujet et que tu es la personne qui aujourd'hui peut aider les autres si on parle de stéréo et on en parle dans la cinématique VR, puisque la cinématique VR l'idée, c'est de se rapprocher de la réalité, donc d'avoir une image stéréoscopique. Donc si on parle de monoscopie en cinématique VR, on est moins dans la cinématique. On va être plus dans la vidéo 360. Voilà. Je vais avancer un petit peu. Hop. Donc là, comme je vous disais, on a cette belle caméra Titan qui est ici. Là, j'essaie de pas la faire tomber. Voilà. C'est parce que c'est assez lourd quand même. Donc voilà, une caméra Titan qui est sortie donc il y a 3 mois, tu disais. Alors Insta360, c'est une marque que vous connaissez peut-être, même si vous avez jamais fait de réalité virtuelle. Donc ça veut dire qu'ils sont quand même assez forts en termes de marketing. Ils font pas mal de sorties sur des caméras consumer, on va dire. Donc des petites caméras. Il y en a une qui est sortie il y a pas longtemps qui s'appelle Lago, qui est une caméra qui pèse 20 grammes, je crois. Donc on peut qu'on utilise comme une caméra action cam, qui a rien à voir avec de la VR. Ils ont sorti une caméra qui s'appelle Insta One X, qui a eu un succès, franc succès, on va dire, auprès de consumers et même parfois des professionnels qui l'utilisent comme une caméra, par exemple crash cam sur des tournages
compliquées où on doit sacrifier la caméra, ce qui peut arriver. Voilà, c'est une caméra qui est intéressante au niveau de sa résolution, de sa façon de fonctionner. Voilà, ça reste une caméra quand même consumer. Je la mettrais même pas dans la catégorie prosumer. Mais voilà, donc c'est une marque connue. Avant ça, ils ont travaillé sur les caméras 360 professionnelles entre guillemets, qui s'appelle Insta360 Pro. Voilà, c'est original, mais c'est comme ça. Donc, c'est pareil, Alan, si tu veux un peu parler de cette caméra, et puis après on en débattra, si tu veux bien. Donc effectivement, la Titan, c'est l'évolution de la Pro 2 pour encore plus professionnel pour le coup. Titan parce qu'elle est massive et qu'elle a énormément d'optique. C'est une caméra qui est clairement orientée pour de la cinématique. On est sur des grands capteurs micro 4 tiers, qui est quand même dans le rang des caméras de ce format-là. Ça commence à devenir intéressant pour les basses lumières et toutes ces choses-là, avec des grandes optiques dessus, comme vous pouvez le voir. Et donc en termes de format, on va pouvoir monter jusqu'à 11K en 2D, 10K en 3D, en profondeur de couleur 8 bits, et 8K 2D 3D en 10 bits. Donc on commence déjà à rentrer dans les débuts du all-in-one. Donc ce qu'on appelle le all-in-one, c'est des caméras où tout est intégré dedans, donc qui va à l'inverse de ce qu'ils ont pu créer avant, ou des rigs qui étaient vraiment faits à la main. Là on a une caméra qui est, on pourrait dire, ready to use, prêt à être utilisée. Vous avez juste à la démarrer et à tourner et après faire votre post-prod. Ouais, dans le meilleur des mondes. Alors Alan, il vend aussi des caméras. Voilà, je vends le caméra, moi, pour la post-prod, débrouiller. Mais en tout cas, voilà, on commence à rentrer dans des caméras qui sont vraiment en monobloc et qui sont là pour accompagner aussi les créateurs dans un modèle plus facile. C'est relatif. Mais dans le principe, voilà, ça permet d'ouvrir un peu certaines portes pour la cinématique. S'il vous plaît, vu que vous êtes nombreux à n'avoir jamais tourné avec une caméra VR, parce que j'ai demandé le petit sondage tout à l'heure, vous étiez 3. Alors maintenant peut-être plus, mais s'il vous plaît, n'imaginez pas qu'avec une caméra comme ça, on fait je pose, je tourne. Alors ça marche, le bouton fonctionne, on appuie, ça tourne. Le problème, c'est qu'il faut quand même avoir quelques bases de positionnement, par exemple, de l'environnement, de hauteur de caméra, etc. Donc on va pas rentrer dans ce genre de choses-là, parce qu'on n'est pas là pour ça, mais c'est quand même des caméras qui sont à la fois faciles d'approche dans le sens prix, par exemple. C'est une caméra qui est aujourd'hui, alors je sais pas si presque 15 000. Alors 15 000, ça paraît cher, mais bon, si on reste dans le milieu professionnel de l'image, finalement, c'est un investissement qui n'est pas si cher que ça. Comparé à, par exemple, si on se met à fabriquer des rigs de caméra, on en reparlera après, mais les prix sont pas les mêmes. Donc c'est des caméras qui sont accessibles aujourd'hui, et c'est bien de la part d'Insta, je trouve, de faire des caméras professionnelles, accessibles. Après, moi je dirais que finalement elles sont ni accessibles ni professionnelles, mais bon, voilà, ça c'est un autre problème. C'est exagéré ce que je raconte, bien sûr, mais quand je dis ni accessible, ça veut dire, voilà, je répète, il faut quand même se familiariser avec la caméra. Le chef-op, par exemple, s'il a jamais tourné en VR et qu'il se récupère cette caméra-là, qu'il l'a jamais vue, ça va quand même être compliqué pour lui de la faire marcher, d'avoir une belle image à la sortie. Je sais pas ce que tu en penses, mais voilà, donc il faut quand même faire attention à ça, au marketing. Alors pas au marketing de visuel, parce que voilà, visuel, on se connaît bien, et ils ont quand même tendance à être un peu les arguments professionnels. Donc ils vont vous expliquer, ils vont vous aider, ils vont vous accompagner, ils vont trouver les bonnes personnes, etc. Mais moi, je connais d'autres sociétés où par exemple Insta360 en direct. Bon, voilà, ils sont là pour vendre la caméra ou la louer, et puis voilà, après vous débrouillez, et c'est pas simple. Et c'est un peu un problème, c'est-à-dire que quand vous vous retrouvez avec cette caméra, que vous tournez et que vous avez vu des images sur internet circuler qui sont superbes, et que vous récupérez vos images et qui sont crasse-pouilles, vous dites la VR c'est nul. En fait non, c'est pas ça, c'est pas nul, c'est que c'est un métier. La cinématique VR, c'est une niche de la VR, c'est un métier, donc il faut quand même avoir conscience qu'il faut apprendre, il faut avoir des compétences, voilà, tout simplement. Donc on se pose pas la question quand on fait du cinéma, par exemple, de la compétence du chef opérateur. Il l'est à 99%. En VR, c'est bizarre parce qu'on voit pas les choses de la même façon aujourd'hui. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Donc voilà, c'est une caméra qui, je pense, quand vous la connaissez bien, peut vous satisfaire. Après, c'est des caméras compliquées.
Par exemple, là on voit, c'est des diaphes fixes, par exemple. Tout à fait. Ouais. Donc ça c'est un problème pour un chef opérateur. Un diaph fixe, ça veut dire que qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste l'ISO et il nous reste le shutter. C'est vrai que des fois dans des situations compliquées ou pas, ça peut être problématique et le chef op qui n'a jamais fait de VR dans ces conditions-là va dire je m'en vais, quoi, tout simplement. Et c'est là où il faut faire attention aux arguments marketing parce qu'eux ils le vendent comme ça. Ils le vendent, c'est simple. Du coup, il n'y a pas de réglage à faire, c'est bien, c'est simple. Vous avez un truc uniformisé, vous faites tourner, et puis après vous êtes en 10 bits, faites ce que vous voulez. Mais en fait, c'est pas aussi simple. Et c'est aussi pour ça que on essaie d'élaguer un petit peu tous ces petits arguments parce qu'effectivement, elles peuvent vite poser des difficultés qui peuvent vous coincer et ça demande effectivement une maîtrise. Qui confirme entièrement ce qu'il dit. La cinématique, avec ce type de caméra, demande autant de travail que sur un rig personnalisé, à mon sens. Et demande autant d'accompagnement de notre part quand on le loue pour vous expliquer tous ces défauts-là, pourquoi ils existent et comment faire attention pour pas qu'ils vous piègent. Et le choix de caméra aujourd'hui peut vite devenir problématique sur ce point-là parce que tout le monde essaie de vendre sa sauce en disant c'est génial et c'est pas si génial que ça à tous les niveaux. Il y a des choses qui sont très intéressantes, c'est des évolutions qui sont à mon sens nécessaires dans le système hardware caméra, mais il y a une certaine réserve à prendre quand on se tourne vers ce type de caméra. Et c'est important de le préciser. Donc avec cette caméra, on fait de la stéréoscopie 360. Enfin, on peut, en tout cas, avec des pincettes, puisque c'est une forme de caméra. On en reparlera après avec Castor, mais c'est une forme de caméra radiale comme ça qui donne une stéréoscopie qui n'est pas facile. En tout cas, à gérer déjà, on peut rien faire au tournage. C'est-à-dire qu'on peut pas régler, par exemple, l'anthrax et la distance interpupillaire là sur ces caméras puisque elles bougent pas. Ça, c'est des choses qui permettent sur des tournages d'avoir, par exemple, des sensations stéréoscopiques un peu différentes selon une volonté. Ça, c'est intéressant aussi. Ça, c'est des choses qu'on peut pas faire. C'est beaucoup sur la stéréoscopie des caméras comme ça. C'est beaucoup sur l'algorithmie en post-production. C'est beaucoup l'algorithme qui va en fait finalement. On n'a pas trop la main sur l'aspect de la stéréo sur cette caméra-là, sauf si on va dans Mystica. Voilà, donc ça c'est un peu différent, on en reparlera. Mais les caméras comme ça, Insta et autres d'ailleurs, fabricants qui viennent aujourd'hui quasiment exclusivement de Chine, si je me trompe pas, proposent des solutions de post-production pour ces caméras-là, c'est-à-dire que dans leur argument marketing, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on va récupérer les rushs de la caméra, on va les jeter dans un logiciel, on va appuyer sur Stitch et c'est formidable. Sauf qu'en réalité, c'est un petit peu plus compliqué que ça, même si dans certaines conditions, c'est tout à fait correct. Moi, cette caméra-là, je la vois bien sur un marché, par exemple, pour faire, par exemple, du dôme. Pourquoi ? Parce que c'est une caméra qui a une définition, en tout cas, elle est vendue comme une définition de 11K. Et 11K, on se rapproche en fait des définitions qu'on peut avoir pour une diffusion en dôme. Donc c'est peut-être une caméra intéressante pour ça, alors qu'elle est peut-être pas forcément vendue comme ça, mais en tout cas, donc du coup on va être en monoscopie, donc c'est quand même plus simple à gérer avec une définition correcte. Le problème après, c'est la cadence d'image, c'est l'espace colorimétrique, etc. Mais bon, voilà, je pense que c'est une caméra intéressante parce qu'il y a beaucoup de pixels et que on arrive à faire des choses bien avec. Je sais pas si vous avez des commentaires à faire, les utilisateurs ou sur cette caméra ou pas, si vous avez déjà mis les mains dedans, pas encore. Si ça vous intéresse, si vous pensez que c'est utilisable sur des tournages que vous avez l'habitude de faire ou pas ou... Alors moi de mon côté, j'ai jamais utilisé la Titan, mais j'ai surtout utilisé l'Insta360 Pro 2, qui est potentiellement une assez bonne caméra. Voilà, comme je viens de la fiction, c'est vrai que tout ce qui est rig avec du multicaméra, on va dire entre guillemets, donc plusieurs caméras qui sont installées sur un rig, c'est un peu compliqué, un peu lourd. Tout dépend du type de projet. Voilà, quand c'est des plans qui sont bien installés et tout ça, bon, on n'a pas trop de problèmes avec ça. C'est vrai que lorsqu'on est dans un mode un peu plus roots, on va dire, voilà, où on est sur une plage, où tout doit aller très très vite, c'est sûr que moi je considère vraiment ce genre de caméra comme un bon outil, malgré leurs défauts de régler le diaph au shutter parce qu'il n'y a pas véritablement de diaph manuel, enfin voilà, ce genre de petites choses, et aussi le fait qu'on n'ait pas de RAW, qu'on n'ait pas de ProRes, qu'on est souvent en H264 ou H265. Bon, moi ça c'est vrai que ça encore ça me
voilà, je suis encore un peu réticente avec ça, quoi. Mais oui, après tout dépend du type de projet. Et c'est comme je disais en introduction, quoi. C'est vraiment suivant le type de projet, suivant le type de budget. Et chaque projet est différent et il faut choisir sa caméra et son rig, son installation, son process, même après par rapport à la post-prod. Être bien clair, vraiment sur tout le process, sur tout le flux, que ça soit de la prépa jusqu'à la fin, même à la diffusion, savoir où ça sera diffusé, de quelle manière, pour choisir l'outil en conséquence, quoi. Castor, t'as un truc à dire là-dessus ou... Non, mais de toute façon, j'étais en train de penser qu'on a un peu tous le point de vue technicien ici. Donc, je pense qu'on aura toujours un peu une pensée unanime par rapport à la caméra en fonction du type de projet. Après, si je me place en tant que producteur, je pense que c'est totalement un autre discours. Avoir une caméra qui est complète, tout en un, peut rassurer un producteur. Un rapport qualité-prix, peut-être qui sera plus rassurant. Moi, je vois un cas concret, il y a 2 ans, je devais faire un direct, c'était sur Roland-Garros, avec la société Lifelike. Pour des raisons esthétiques, poids et comportement de la caméra, on s'était rabattu sur l'Insta1, qui était à l'époque la plus petite caméra, une boule plutôt assez esthétique, qu'on avait installée donc sur la chaise d'arbitre. Donc un endroit quand même assez visible et présent. On n'aurait pas pu mettre d'autre chose parce que tous ces paramètres esthétiques sur une compétition internationale nous ont amenés vers cette caméra. Et ça fonctionnait plutôt bien pour l'ensemble du stade parce que c'est assez grand. Après, la seule erreur était sur la chaise. On était tellement près. Le logo et toute la chaise étaient complètement déformés et pas très bien stitchés. Voilà pour résumer un peu sur ces types de caméras. Après, le problème de la stéréo, je pense qu'on a le même point de vue avec Sergio. C'est assez... comment dire On a un peu du mal, nous qui venons des caméras avec Sergio, des rigs et des miroirs, à espérer une solution dans une caméra tout en un. On pourra mettre autant d'objectifs qu'on veut, hein. Même si on fait un petit parallèle sur les solutions qu'a essayé Google avec la caméra Jump ou Yalo, qui était de la triangulation de pixels, qui marche pas trop mal. L'algorithme aura fonctionné pendant 2 ans, ils l'ont fermé l'an dernier. Moi, mon sentiment sur Jump, pour moi, ça a été une solution juste pour aller entraîner un algorithme via des styrographes. Parce qu'en tant que technicien stéréographe, le moins de pixels qui n'est pas à sa place, on le voit, ça nous embête. Donc je pense qu'on aura fait travailler cet algo de chez Google grâce... Alors tout le monde y a gagné parce qu'ils ont sponsorisé, aidé beaucoup de tournages. Mais je pense que le grand gagnant, c'est l'algorithme de Google. Parce qu'on ne l'a pas lâché, on lui a fait du training assez important. Parce que, je ne sais pas, pour ceux qui ne connaissent pas et ceux qui connaissent un peu, Jump était en fait un algorithme, on balançait les rushs et puis il faisait sa petite sauce, il nous envoyait les images et puis derrière on lui disait cette zone-là ça va, cette zone-là ça va pas. Donc on l'obligeait à retravailler et donc à faire monter en qualité, en performance, à comprendre comme toute intelligence artificielle. Et donc Jump, en tout cas Google est de moins en moins intéressé par la cinématique VR, puisque effectivement l'écosystème Jump qui était à la fois de la post-prod, donc via ces algorithmes-là, et aussi un peu de caméra. Enfin, en tout cas, ils avaient des partenaires fabricants. Au début, c'était GoPro. Oui, ils ont eu trois partenaires sur les caméras. Ils ont commencé donc avec GoPro. Après, il y a eu qui ? Il y a eu. Moi, j'en connais que 2, mais ils étaient avec qui avec la Halo. Grasshopper, je crois, je sais plus. Il y a une autre caméra intermédiaire, et puis ils ont terminé le dernier projet Titanes, c'était les 18 Red, mis sur une boule qui devait faire 30 kilos. Et quand on voit la bande démo de Stitch, c'est vrai que c'est la remarque que tu disais tout à l'heure. C'était pas du tout vendeur et ça donnait pas envie d'aller plus loin avec ce modèle. De toute façon, 18 Red, le nombre de données à traiter, n'importe quel producteur ne s'engage pas dans ce type de process. Donc voilà, donc en tout cas c'est intéressant sur ces caméras. Enfin celle-là c'est la plus, on va dire la plus chère. Enfin la plus chère non, mais
la plus haute gamme disponible chez nous, je pense, en termes de caméra all-in-one. Après, en dessous, il y en a d'autres, t'en parleras, Alan, après. Mais c'est intéressant sur des projets. Le problème qu'on a aujourd'hui quand même avec la cinématique VR, faut quand même être honnête, c'est que les budgets ne sont pas à la hauteur de 13 raids sur une boule. Voilà, c'est pas possible, on n'a pas assez d'argent pour faire ça. On aimerait, mais on peut pas. Donc on est obligé, on est contraint de se tourner quand même souvent vers des caméras de ce type-là, qui sont des caméras qui fonctionnent et on arrive à faire des images plutôt chouettes avec. Mais ça reste quand même un outil pour des purs cinéastes. Un outil qui n'est pas satisfaisant à 100%. Mais bon, ça c'est comme ça. De toute façon, on n'est jamais satisfait, jamais content. Après, on est français. Donc, un des arguments aussi qui nous gêne, nous, c'est le problème effectivement de faire le diaph avec le shutter, parce que si on parle de cinématique, de réalité, dans la vie, c'est pas ce qui se passe. C'est dès qu'on va commencer à mettre du shutter sur une caméra, on s'éloigne de la fluidité de mouvement naturel. Absolument. Ça, c'est une des choses importantes. On s'en rend compte vite quand on est dans un casque. Ouais. Moi, c'est ce que j'appelle plus l'effet GoPro. Donc, cette image qui scintille, certes, on a du piqué, on n'a pas de motion blur, mais dans la vie, il y a du motion blur. Tout. Dès qu'on s'éloigne de la réalité, on commence à donner des indices au cerveau qui vont faire qu'il y a des choses qui ne sont pas naturelles, dans l'eau, dans les reflets. Donc c'est un des premiers arguments, le fait de ne pas maîtriser entièrement l'optique qui nous sort de la réalité. Donc on va passer à autre chose, à des maths. Désolé. J'ai voulu le faire et je l'ai fait. Voilà, bien fait pour vous. Donc avec un petit truc, parce que on parle beaucoup de pixels, il faut beaucoup de pixels, voilà, c'est super important, il faut du pixel, voilà. Donc j'ai posé quelque chose qui va faire réagir ceux qui sont autour de la table. C'est juste, c'est pas forcément pour que vous compreniez l'optique, mais c'est juste pour que vous puissiez avoir une idée de comment on peut déterminer une image finale, parce que le problème de la cinématique VR, c'est que voilà, on va avoir des caméras qui vont capter des images, et puis après ces images-là, faut les recoudre. Donc c'est l'étape du stitching. Donc le stitch, ça veut dire coudre en anglais. Donc faut prendre les images et puis en faire une seule. À la fin, une seule image qui est une image qui va s'appeler de manière barbare équirectangulaire. Donc c'est une planisphère quand vous la regardez. C'est-à-dire que plus vous allez vers les pôles, plus vous êtes étiré pour que vous ayez votre sphère. Une fois que vous avez cette image équirectangulaire, que vous la mappez dans une sphère, tout soit à sa place. Voilà. Donc voilà, c'était juste pour expliquer cette problématique d'optique et de capteur, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une relation entre ce qu'on a comme optique et puis ce qu'on a comme capteur, et puis de cette relation, on en tire des conclusions. Alors moi, j'ai mis un truc, c'est un peu basique, c'est-à-dire que c'est plus compliqué que ça en réalité, mais ça permet d'avoir une base de départ. Et en fait, moi, j'ai pris l'exemple, par exemple, des Kandao que Alan a en magasin aussi, qui sont en bas quand vous allez traverser le hall. Et j'ai essayé de voir un peu à quel moment ils nous mentent, les fabricants. C'est-à-dire que les fabricants, ils ont quand même tendance à surestimer le nombre de pixels sur leur image équirectangulaire finale, et ils ont tendance à la surestimer un peu et parfois beaucoup, surtout chez Insta d'ailleurs, j'ai remarqué. Kandao, ils sont pas si menteurs. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, quand on fait un petit calcul, donc l'idée c'est ça, c'est vous avez votre lentille qui va faire 180 degrés, 250 degrés, X degrés, et puis vous avez 270 le record. 270, c'est pas mal, j'aimerais bien voir ça. Donc vous avez un enregistrement, donc vous avez votre caméra, donc sous la forme d'un cercle plus ou moins croppé, ça va dépendre de ce que vous avez comme capteur et puis ce que vous choisissez comme réglage d'enregistrement, etc., etc. Et vous avez quand même un diamètre de ce cercle qui va faire un certain nombre de pixels. Donc c'est un peu ce que j'ai mis ici, c'est-à-dire que vous allez prendre votre diamètre, donc vous avez un nombre de pixels défini, et puis vous allez le diviser par le FOV de la lentille. Et puis ça va vous donner un nombre de pixels par degré. Voilà. Et puis comme on est en 360, c'est 360 degrés, donc ce nombre de pixels par degré, on va le multiplier par 360, et puis on va avoir théoriquement, je dis bien théoriquement parce que c'est plus compliqué que ça en optique, il y a plus de paramètres que ça. Évidemment, les lentilles sont pas toutes du même aspect, du centre vers les bords. Enfin bon, il y a plein de choses comme ça. On va pas rentrer dans les détails, mais
Ça vous permet d'avoir une estimation de la taille d'image finale que vous devriez avoir. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire vous devriez avoir cette taille sans zoomer. C'est-à-dire que vous n'allez pas grossir les pixels. Si vous avez cette taille-là, vous savez que votre pixel, il va pas être grossi dans la chaîne, dans le workflow. Donc ça, c'est intéressant. Donc par exemple, quand on fait le calcul pour Candao, qui nous donne ces caractéristiques techniques, on prend les caractéristiques, puis on fait le calcul et on obtient à la fin une taille d'image qui est de 5680. Et puis ils vendent pour la S, là, donc cette caméra-là, donc ils vendent du 6K. Alors ces 6K, ils démarrent de l'UHD, hein. C'est jamais 6K DCI, c'est 6K en 3840 et puis 5760 et puis 7680 si je me trompe pas, enfin bref. Voilà, donc eux ils vendent 5760, moi je trouve 5680 sans rentrer dans les détails de l'optique. Donc je suis assez content. Voilà. Donc pour moi ça c'est une base qui va me permettre de justement de pouvoir, quand j'ai une optique dans ma main et puis une caméra dans mon autre main, je vais pouvoir me dire bon, alors à la fin, je pense que je serai à peu près dans ce genre de configuration. Après, ça pour moi c'est valable pour des optiques fisheye, c'est pas valable pour d'autres optiques et je vais garder un fisheye qui va être imprimé sur tout le capteur. Je vais pas être croppé. Voilà, c'est une base. Par exemple sur les Candao, quand on est en réglage de base, ou alors quand on est sur cette caméra en réglage de base, on a ce que moi j'appelle le full circle, quoi. C'est-à-dire j'ai toute la caméra dans le capteur, j'ai pas de crop. Voilà. Donc ça c'est juste pour vous dire que la cinématique VR, il faut quand même réfléchir un peu. C'est pas quand on commence à se poser des problèmes de rig à fabriquer éventuellement pour un plan parce que les caméras qui existent ne nous conviennent pas, faut quand même y réfléchir. Donc c'est quand même une affaire technique aujourd'hui. Donc vous avez d'un côté une caméra comme ça qui vous exempt de ce genre de choses, et puis vous avez de l'autre côté un Castor ou un Angèle ou toi qui quand même qui passez votre temps à réfléchir sur des problématiques d'optique. Puis ça c'est de l'optique, mais on parle aussi de la compression, je parle même pas de la stéréo, etc., etc., etc. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous commencez à vous lancer dans une production et que vous êtes un producteur exigeant, c'est-à-dire qu'à la fin vous voulez une belle image, vous voulez du motion blur, etc. Enfin tout ce qu'on a dit, ça veut dire qu'il faut aller voir des gens qui s'y connaissent. On en parlait un petit peu au début avec Madame, c'est-à-dire que aujourd'hui il y a plein de producteurs qui disent moi je veux de la VR. En fait, non, je vais faire de l'AR parce que ça a l'air mieux. Enfin voilà. Bon, voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a quand même des choses. Donc on est un peu là pour ça aujourd'hui. D'ailleurs, on va trop lentement, mais ça c'est normal. On est un peu là pour ça aujourd'hui, d'essayer de vous expliquer que de vous mettre en garde sur tout ça et de vous donner un peu d'éléments et même de vous faire peur sur la techno. C'est-à-dire que tout ça c'est technique et d'ailleurs dans le cinéma c'est pareil. Hein, et si on veut rester dans ce domaine qui s'appelle ou qu'on appelle la cinématique VR, il faut rester dans des choses quand même professionnelles, même si ça nous empêche pas d'utiliser des outils parfois des petites caméras, des choses comme ça, mais ça, c'est pas grave, on sait en tirer le meilleur, etc., etc. Donc ça c'était juste pour vous expliquer ça et que c'était pas que le nombre de pixels marqués sur la dock qui était important, mais fallait y réfléchir un peu plus. Voilà. Donc les maths c'est fini, merci. C'était voilà. Donc il n'y a pas que les pixels, donc on continue à parler de ça. Par exemple, j'ai une caméra qui m'a intéressé quand je suis allé la voir à l'IBC cette année. C'est une caméra qui s'appelle Meta One. Donc voilà la tête de la caméra. Donc là vous la voyez. Donc c'est une caméra qui est quand même assez volumineuse puisque ça c'est des optiques qui s'appellent Entania qui font 250 degrés celle-là. Donc c'est des optiques qui sont à peu près comme ça. 125 mm de diamètre extérieur. C'est gros, c'est lourd, c'est très fragile. Et donc ils ont fabriqué une caméra. Donc ça c'est des gens qui sont à l'origine producteurs de contenu, qui fabriquent, qui se sont dit un jour, moi j'ai pas de caméra en fait qui me convienne et j'ai pas envie de fabriquer des rigs à chaque projet, donc je vais me mettre à faire de la R&D et puis à essayer de sortir une caméra. Alors il y en a plein qui font ça avec souvent c'est couronné d'échecs. Eux, je ne sais pas, la caméra est sortie, je sais même pas si elle est disponible
à l'achat ou, enfin en tout cas il y a un prix. D'accord, précommande. Donc je crois que c'est 22 000 € quand même. Donc par contre c'est une caméra qui, donc même si elle est pas elle joue pas sur le nombre de pixels, parce que vous voyez quand ils la vendent, ils disent bah voilà, moi je peux pouvoir faire que 5,5K. Donc alors après ça va être marrant de faire le petit calcul qu'on a fait pour voir si c'est vrai. En fait c'est pas tout à fait ça, mais bon. Donc ils la vendent pas comme une caméra qui fait beaucoup de pixels. Par contre ils la vendent comme une caméra qui en termes de qualité, de workflow, est intéressante dans le sens par exemple où je vais enregistrer en ProRes directement. Donc c'est vrai que ça c'est quand même un gage de qualité à la captation, de pas complètement écraser mon signal qui vient du capteur et de l'enregistrer dans un format reconnu. On peut pas dire noble parce que c'est pas du RAW, mais en tout cas un format qui va pouvoir être utilisable en post-production, être étalonnable. Je sais pas si on peut dire ça, mais enfin bon. Voilà. Donc c'est intéressant de voir que les gens se disent, ben voilà, j'ai pas besoin d'autant de pixels, mais par contre, en termes de compression et puis en termes de piqué avec ces lentilles-là, puis mon capteur, etc., etc. Et ils se disent même, voilà, mon 5,5K, si vous voulez vraiment faire du 8K, ben vous allez upscaler. Alors là, je dis hola. Mais en tout cas, ils disent, vous allez upscaler, vous allez obtenir une image qui sera meilleure qu'un upscale de caméra. Insta-One X par exemple, voilà. Donc voilà, ça c'était un exemple de caméra. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, si vous avez déjà vu cette caméra ou pas. Oui, il y a qu'une chose qui me surprend énormément avec ce choix justement d'aller chercher de la qualité de ce type-là. Ouais. Ils ont fait une caméra 2D. Oui, absolument. Alors en même temps, j'ai trouvé ça bizarre et après réflexion, je me suis dit mais c'est super malin parce qu'aujourd'hui la question elle est plus de quel contenu on doit créer, où on doit le créer et ce qui doit se diffuser en fait. La question de la diffusion, il faut que le contenu existe pour que les gens continuent de le regarder et pour que cet univers-là existe. Et finalement, ils ont fait une caméra de très grande qualité pour faire du contenu, on va dire, à monter rapidement. Donc ça rejoint le concept de mettre du ProRes avec une qualité qui est, on va dire, gérable en post-prod, avec une densité de pixels quand même assez importante. Et en fait, ça remplit un contenu à remplir. Donc c'est une caméra effectivement 2D. Alors quand Alan dit 2D, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire pas 360, hein, ça veut dire 360 monoscopique. De toute façon, vu l'aspect de la caméra, on peut le deviner, c'est-à-dire qu'on peut pas faire de la stéréoscopie avec juste deux optiques comme ça mises dos à dos, hein, c'est pas possible. Donc effectivement, tu as raison. Moi je pense à la base c'est des créateurs de contenu, donc je pense qu'ils répondent à leur marché, c'est-à-dire leur marché aujourd'hui c'est de la 2D et d'ailleurs c'est assez frustrant de se dire en fait il y a plein de gens qui voient pas la différence entre la 3D et la 2D, surtout les gens qui ont jamais mis de casque de leur vie. Le premier truc c'est waouh, voilà, mais la 2D, enfin la stéréoscopie en 360 n'est quand on dit aux gens, voilà, on vous propose un choix, vous voulez faire de la 3D, de la 2D, déjà ils savent pas trop ce que c'est la différence, donc faut leur expliquer. Et puis quand on leur montre des images, ils disent, c'est quoi le prix? Et puis là ils disent, non, on va faire de la 2D en fait. Voilà, c'est souvent comme ça. Donc c'est vrai que c'est une caméra, je pense, qui est adaptée au marché d'aujourd'hui, qui est un marché, je répète, qui n'est pas le marché du cinéma ou le marché du jeu vidéo en termes de chiffres d'affaires. C'est quand même, on est quand même dans des projets, enfin surtout depuis 2 ans, moi j'ai l'impression que les budgets rétrécissent et que les gens veulent faire des choses extraordinaires avec quand même peu d'argent. Donc finalement, ils offrent cette monoscopie. Moi je pense que c'est logique. Non, mais pour défendre cette caméra, je pense que c'est un bon choix effectivement. Je pense que 90% des films tournés en prise de vue réelle terminent en mono parce que la stéréo c'est compliqué. Le choix aussi d'avoir pris que 2 objectifs, ça a été beaucoup mon cas dans pas mal de tournages, et plutôt un bon choix. Ça évite de bloquer la mise en scène sur des distances caméra-comédien. Là, on n'a qu'un stitch à faire en latéral. Quand on propose plus de 180 degrés, un réalisateur il est très content. Après c'est vrai que le 5.5 sorti ça peut un peu faire peur, mais bon, le ProRes est derrière. Je pense que c'est la A2 qui est derrière en capteur. Je me souviens plus. Il me semble, vu les caractéristiques techniques, quand j'avais suivi la caméra, oui. Ça correspondait à cette caméra-là.
La parallaxe n'est pas très importante. C'est un bon choix, effectivement, si c'est un choix de producteur pour tourner vite, rapidement, par rapport à ce qu'il y a sur le marché. Donc c'est vrai que c'est une caméra qui sera proposée à la vente et à la location, je pense, en janvier, j'imagine. Pour l'instant, voilà, qui sera peut-être intéressante, en tout cas qui sera attestée, qui sera peut-être un bon compromis entre les caméras all-in-one qu'on a aujourd'hui et un rig propriétaire possible. Ce qui est juste dommage, quand est sortie cette caméra-là, il est donc sur un Antania 250. Le problème de cette optique, c'est qu'il y a un diaph et pas de diaph. Il faut démonter complètement l'optique pour changer l'iris à l'intérieur. Alors qu'au même moment est sorti un 200 degrés, ou un 210, je sais plus, qui lui est monté avec un diaph. Donc je pense qu'il y aura une mise à jour assez rapidement avec la nouvelle optique. Parce que de toute façon, 250 degrés, pour en garder que 180 au final, oui, c'est quand même dommage. Hein, ça fait partie de toute notre prise de tête. Oui, en choix d'objectif, rapport, impression sur les capteurs. Parce que le truc, c'est que, pardon, je t'interromps, plus on va avoir de FOV large, moins on aura de def. Voilà. C'est comme ça qu'on peut le dire. Donc c'est vrai qu'on se dit au début, 250 c'est super parce que la ligne de stitch, on va pouvoir la pousser derrière nous, donc on aura une grande liberté de mise en scène, ce qui est vrai. Hein, mais par contre, il va falloir faire des compromis. Voilà. Mais la VR, c'est que des compromis. C'est que ça tout le temps. Voilà. Donc c'est que des choix les moins mauvais. C'est la peste ou le colère à chaque fois. Et moi, je suis plutôt pour limiter la zone de recouvrement. Ouais. Pour justement gagner en rapport surface. Alors justement, on a, pardon, excuse-moi. En fait, j'avance un peu parce que je vois qu'on a déjà du retard. C'est pas grave. Sur l'optique, justement, on en parle on n'arrête pas d'en parler. C'est une part importante de penser un tournage 360. Donc là, j'ai fait des petits exemples ici. Donc là, on parlait de l'Antania. Donc il est à droite là. Vous voyez, c'est un rig GH5, je pense. Double GH5 avec des Antania, donc 250 degrés, c'est-à-dire qu'on a une optique qui voit plus que le FOV de l'œil humain, donc c'est intéressant, voilà. Alors ça pose d'autres soucis, comme tu disais, le diaph par exemple, voilà, donc on est obligé de tout démonter. Donc Anne-Angèle connaît bien le problème. Tout démonter pour s'il y a un nuage qui passe, voilà, c'est compliqué. Et puis des optiques. Alors le problème aussi, c'est que cette optique-là, c'est vraiment un fisheye très très prononcé. Hein, c'est-à-dire qu'il est très très fisheye en termes de forme de l'optique. Donc il est fragile. C'est-à-dire que il va falloir le manier avec une extrême précaution. On peut très facilement l'abîmer. Il faut faire très attention. Donc moi j'ai mis à l'opposé de ça d'autres optiques qui sont ici. Alors je les ai pas montrées, qui font c'est des 200 degrés et qui sont asphériques. Donc du coup le côté bombé est beaucoup moins proéminent. Et c'est des optiques qui sont pour moi intéressantes. Celle-là donc c'est une marque qui s'appelle Izugar. C'est des Chinois. Enfin, ça c'est des Japonais. Donc, il y a beaucoup de. L'Asie est bien représentée dans la VR. Et c'est pour moi c'est des optiques intéressantes qui sont en termes de qualité d'aberration, de déformation, qui sont plutôt bonnes. Parce que par exemple là on a un exemple ici qui est intéressant, c'est-à-dire que là on a donc ça c'est une seule optique qu'on a on va dire déwarpée, c'est-à-dire que on a transformé le fisheye en image plate. Et là on voit en fait ce qui est intéressant c'est la capacité de l'optique de ne pas déformer les images, même aux extrêmes bords. Donc là, on a quand même quelque chose qui est très intéressant en termes de qualité. Voilà. Et sur cette optique-là, pour l'avoir vu fonctionner et puis pour avoir vu des images, c'est vrai que souvent avec ce genre d'optique fisheye, on a des aberrations chromatiques qui sont assez fortes. Sur les bords notamment, donc avec des traits pourpres, vous voyez, voilà. L'Antania, je l'ai passé à la lanterne, il est propre. Ouais, d'accord. Ouais. Ouais, c'est intéressant, mais pas mal d'autres optiques ont ce genre d'aberration. Et sur l'Izugar, moi j'ai pas vu ça. Voilà, donc c'est deux optiques. On va dire que c'est les deux optiques pour moi qui sont quand même pas mal utilisés aujourd'hui. De toute façon, c'est les deux seuls fabricants d'optiques qui ont cru à la VR et qui se sont investis à une grosse prise de risque. Quoi. Alors l'intérêt aussi de ça, c'est qu'il y a un diaph à la bague, donc c'est vrai que pour un chef-op, c'est complètement autre chose. Il n'y a pas une très belle ouverture. Oui, c'est vrai. Mais c'est un peu mieux que celui-là en termes de manipulation, en tout cas. Voilà. Et ce qui est intéressant, donc ça, Alan, tu peux peut-être le souligner, parce que toi, tu fais Zcam aussi. Oui. Donc avec ces optiques-là, donc il y a moyen quand on est propriétaire de Zcam, alors S1 Pro ou V1 Pro.
de faire un changement d'optique et du coup de se retrouver avec ces optiques-là qui vont permettre, alors moi je pense que c'est une histoire de degrés justement, qui vont permettre d'avoir une meilleure def en fait finale par rapport à ce qu'on peut avoir aujourd'hui avec la Zcam S1 Pro par exemple. C'est exactement ça en fait. Voilà. Isugar travaille avec Zcam depuis longtemps parce que je crois que c'est un ancien de chez eux qui a fondé Isugar et effectivement ils offrent des upgrades. C'est lui le patron. Ils offrent des upgrades sur la S1 Pro et la V1 Pro pour passer sur ces optiques là qui permettent effectivement de monter la résolution. C'est pas 8K par contre, c'est 7,2. Oui, c'est comme on a dit, hein. Ouais. C'est 8K. Hein. Voilà. On fait comme ça. Hein. On va dire que c'est 8K. Fait comme ça. Mais effectivement, ça permet d'augmenter. Il me semble qu'effectivement, c'était dû au fait qu'ils arrivent à éviter les aberrations. Ils n'ont plus besoin de cropper autant dans l'image et du coup, ils peuvent exploiter entièrement la taille du capteur. C'est des upgrades qui vont être dispo parce que les optiques, nous, on va les avoir début décembre. Et l'upgrade, normalement, allez, maximum début janvier, normalement, on devrait pouvoir l'avoir pour la S1 Pro qu'on a à la loc. Donc si un jour vous voulez venir tester, quand ils sortiront, on vous accueille sans problème. Donc tout ça, c'est bien beau. On a parlé plein de techno, c'est super, ça a l'air chouette. Mais après, qu'est-ce qu'on fait sur le tournage quand on a ces outils-là? Bon, bah voilà. J'ai mis quelques images. Je commençais un peu par les images que Anne-Angèle m'a envoyées. Voilà, je sais pas si tu veux commenter un peu. Alors moi, je vois si on fait un jeu. Alors il y a une S1 Pro là aussi. Là, il y a un rig en Tania avec GH5. Là aussi. Là, c'est une S1 Pro, je pense. Et là, je sais pas. C'est trop loin. C'est une Insta360. Voilà. Donc là, c'est un voilà. Parmi les caméras que tu as utilisées, par exemple, toi, qu'est-ce qui te convient le mieux? Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Voilà. Alors, qu'est-ce qui convient le mieux? C'est comme je disais, quoi. Ça tout dépend du projet. Après, c'est vrai que par exemple, pour revenir au rig GH5 plus Antania et au fait que les diaphes, qu'on doit démonter la moitié de l'optique pour accéder au diaph et pour pouvoir changer le diaph. Ouais, voilà, c'est ça. Quand on fait ça dans une voiture en plein milieu du désert américain et qu'après il faut refaire son tirage optique avec une mire accrochée sur la porte de la voiture. Disons que c'est pas trop donné à tout le monde. Voilà. Faut être un peu tête brûlée, mais il faut savoir aussi un peu ce qu'on fait, quoi. Donc voilà, c'est vrai que c'est un peu compliqué avec les poussières, le sable et tout ça. Voilà, c'était là-dessus qu'on partait, donc il fallait y aller. Après, c'est vrai que c'était une expérience où dans le désert américain, on avait mis ce rig sur le capot d'une voiture et ça s'était pas excessivement bien passé, même au niveau de la post-prod. Alex pourra en reparler un peu plus. Je veux plus jamais reparler de ce truc. Voilà, c'est dit. Donc j'ai eu un projet après avec une grande marque allemande où on a tourné sur le circuit du Castellet et là je me suis dit non mais quitte à peut-être à avoir un peu moins de beauté dans l'image, voilà, d'avoir un kit à un peu, peut-être avoir une image un peu moins belle entre guillemets. Non, je partirai pas là-dessus parce que mettre un rig GH5 sur une voiture qui en bout de ligne droite fait du 260, 280, non, j'ai pas trop envie. Donc voilà, donc j'ai opté pour des Zcam. Il y en avait deux, il y avait la Pro, la pas Pro. Et on a opté aussi pour une GoPro Fusion comme crash caméra. Et voilà, et puis on a installé les trois et tout s'est très très bien passé et tout le monde a été très content, les clients ont été très contents et puis nous aussi parce que voilà, on peut être sur des types de tournage où comme la VR, c'est un peu le parent pauvre. On peut être sur un tournage en même temps d'un autre tournage officiel, vrai tournage entre guillemets, donc avec des vraies caméras. et donc là c'était un peu le cas, donc on avait la voiture à peu près pour 2 tours par jour sur 2 jours. Donc fallait être sûr de notre coup et fallait que tout soit rigué et il fallait que ça envoie, quoi. Donc on n'avait pas trop le droit à l'erreur, on n'avait pas trop le droit à tergiverser. Et c'est souvent le cas. Et là je repars pour un film qui se passe en Asie. Et c'est la même chose, quoi. Il faudra qu'on s'adapte, mais vis-à-vis du tournage en face. Donc on aura très peu de temps, donc il faudra envoyer, quoi. Voilà. Merci. Alors on passe à qui? Ah oui, on a oublié ça. Pilote, donc une petite caméra ici qui est pas inintéressante. Elle est aussi chez Visual Impact.
qui est une caméra all-in-one, pareil, alors encore plus simple. Enfin, en tout cas, c'est ce que dit le fabricant à utiliser, mais c'est pas faux pour une fois. C'est-à-dire que tout est le menu de la caméra. Alors c'est un Android qui gère la partie caméra et c'est pas mal parce que tout est assez accessible et tout est assez compréhensible dans le menu. On peut stitcher en interne dans la caméra directement. Je te laisse continuer. Ouais. Donc effectivement, tout est en interne. Il n'y a pas d'autres mots. En fait, ils se sont pas pris la tête. Ils ont mis quatre optiques dans un corps tout petit, tout léger. On l'a pesé, je crois qu'il faisait 800 grammes. Elle fait 800 grammes. Elle est faite pour principalement l'immobilier, tout ce qui va être autour de Google Street View, beaucoup. C'est fait pour être transporté de manière simple à plein de niveaux. Ça va quand même faire du 8K, mais vous pouvez faire du 4K auto-stitché, ce qui est pratique et en même temps pose énormément de problèmes, beaucoup plus que ce genre de caméra-là. Mais par contre, les résultats sont quand même assez intéressants par rapport au format, surtout. Donc, pour certaines situations de documentaire, par exemple, ça peut être très intéressant. Ouais, moi j'ai le côté Google Street View Ready, j'aime bien l'idée. Alors je sais pas, je pense pas qu'on fasse beaucoup de sous à prendre des photos pour Google Street View, mais enfin bon. C'est toute une économie. Voilà, il y a un écosystème et en tout cas, voilà, c'est une caméra qui est adaptée, on peut envoyer directement sur GSV et Google Street View depuis la caméra. Ce qui est intéressant sur cette caméra, c'est qu'il y a un port SIM. Donc ça c'est pas mal parce que ça veut dire qu'on va pouvoir streamer du contenu auto-stitché directement depuis la caméra sans aucun autre device qu'on a besoin de brancher dessus. Donc c'est pas inintéressant, surtout avec la 5G, je pense qui va arriver. Où là on va pouvoir streamer des contenus. Bon après streamer des contenus tournés par cette caméra. Donc je j'ai pas encore d'avis. Mais en tout cas, tout en un, on peut avoir un truc qui va faire du live, qui va envoyer un stream, sur un réseau. Alors, les optiques, on les voit, elles sont toutes petites là, vous voyez, c'est toutes petites optiques, dont tout petit capteur, donc le 8K indiqué me paraît, comme disait Castor, me paraît quand même un peu exagéré. Mais bon, voilà, c'était pour présenter ça. Donc c'est un peu, on est un peu d'un bout à l'autre avec les deux caméras qu'on a, donc c'était un peu ça. Et puis Alan il peut discuter. Là j'ai mis un petit catalogue. On va pas passer trop de temps, mais chez Visual Impact, il y a une gamme qui est tout à fait honorable de caméras. Je pense qu'il y a à peu près tout. En tout cas, je parle des caméras all-in-one. Que celles qui valent la peine. Voilà, donc je te laisse regarder. Je te laisse en parler. Non, le mieux, 15 secondes. Vous passiez nous voir. Hein. Voilà. On a un stand, donc il y a un stand en bas, donc faut aller les voir et puis ils vous montreront tout ça, ils vous expliqueront comment ça marche et puis à la fin ils vous diront combien ça coûte. Voilà. Oui. Allez, si vous avez votre chéquier. Voilà, donc là on passe à Castor. Alors Castor, lui, c'est le roi du rig construit. Donc je te laisse un peu expliquer. Oui, j'ai fait vite un petit récapitulatif de rig que j'ai construit ces dernières années pour différents projets. Donc là, c'était donc un rig avec 3 Alexa Mini avec des optiques Canon 8-15. Donc le petit dessin qui explique les angles de champ que recouvrent les objectifs. Donc vous voyez bien, vu la largeur, que le point de recouvrement sera à 2,70 m. Donc c'est pas adapté à tous les projets. Là, c'était pas un souci parce que c'était un film fait pour Intel, pour un test du HDR, d'où le choix de cette caméra. Et notre thématique était donc des ballons dirigeables. Donc un tournage aérien, donc avec des proximités qui sont assez lointaines. On s'est d'ailleurs rendu compte, ce que j'avais calculé, en terrestre, quand on l'a posé au sol pour certains décollages, qu'on était sur la compétition de la Coupe Picard, que ce que disait la théorie, c'est-à-dire là on avait un anthrax centre-assemble de 23 cm, ce qui faisait qu'on avait des problèmes de stitch à partir de 20 mètres, en dessous de 20 mètres. Donc ça a été un des premiers gros tournage, on va dire, où mes calculs théoriques confirmaient vraiment la théorie et qu'il fallait pas jouer avec les maths et qu'elles avaient toujours raison. Heureusement, donc nous, je rappelle qu'on était en aérien, donc la partie tournage principale, le ballon était parfait. Et d'ailleurs, j'ai utilisé le défaut de ce rig. Là, on voit que j'ai une grande perche, donc qui fait 2,50 m. Et ma zone de recouvrement était juste avant les objets à filmer, donc le défaut devenait une qualité. Il n'y avait même pas besoin d'enlever le déport parce qu'il n'existe pas dans la prise de vue. Donc on est sur une technique, comme
comme on parlait tout à l'heure, moi j'ai beaucoup travaillé sur les placements de caméras de manière tangentielle, qui permet de limiter la parallaxe par rapport à des solutions plus traditionnelles avec des caméras, avec des objectifs de manière radiale. Il y a des inconvénients, il y a des avantages, mais pour l'instant, moi je trouve que c'est plutôt un avantage, parce que pour rappeler les problèmes pour la VR, il y a avoir des caméras synchrones, il y a avoir un entraxe minimum, et après, la troisième, j'ai un trou. L'entraxe dans la profondeur. Sergio, tu peux l'aider si tu veux. Pardon. J'ai un trou tout d'un coup. Donc en fait, moi ce que j'explique, c'est que le plus important, la synchro n'est pas la plus importante, parce que si on a un grand entraxe entre nos caméras, quand on va essayer de stitcher, on va avoir un gros défaut. Ah oui, le troisième, c'est donc le grandissement. Ce que j'appelle le grandissement, c'est la distance entre deux caméras qui vont être stitchées, et il y a un certain pourcentage. Si on prend une caméra avec un entraxe de 6 cm et demi comme celle-là, si je me place à cette distance, là, deux objectifs vont voir la même distance, donc 2 mètres. Par contre, si je me mets ici et que je considère que je vais être stitché avec ces deux objectifs, il y en a une, je serai à 2 mètres et l'autre, je serai à 2 mètres 6. Donc, une différence de grandissement. Et quand on prend les trois paramètres, donc qui sont la synchro, le grandissement et la parallaxe, on a beaucoup pensé, je pense, au début, que le plus important, c'était la synchro. Mais si les deux autres paramètres sont de mauvaise qualité, la synchro n'est pas un souci. Donc moi, ma philosophie est de prendre en compte la parallaxe, donc ce qui est la distance entre les deux objectifs qui nous filment, qui est la plus importante à prendre en compte dans cette règle 3. Ensuite, c'est le grandissement. Et la synchro n'est que le troisième paramètre. Pour ceux qui ont un peu fait de stitch, je pense qu'ils se rendre compte de quoi je parle, parce que Alain Angel a tourné un de ses tournages en JH5, donc on pourrait dire oh là c'est pas synchrone, mais quand on voit la forme du rig, vu l'entraxe qui est entre les objectifs, le problème de désynchro ne sera pas un problème. Je pense que tu es dans le même mode de pensée. Oui, je confirme. Je passe à une autre slide. Un autre slide, ouais, plus traditionnel. Donc là, j'étais pas avec des JH5. Ça ressemble beaucoup au rig qu'on a vu. Donc 2 Antania 250, donc monté avec 2 raids hélium. Donc là, on a un 7,7 natif. Donc un exemple de ce que peut donner un capteur de 8K travaillé avec des objectifs fisheye, avec un défaut, certes, il y a un très grand entraxe. Mais on a un grand capteur, on a une image qui est plutôt... on parlait tout à l'heure de qualité de pixels. Ce film-là, c'est Sergio qui l'a étalonné. On a une douceur qu'on n'a pas avec d'autres types de caméras, qui est pas inintéressante. Il y a un velouté à la fois. Sur ce même tournage, nous avions du drone, donc on a utilisé un rig custom GoPro qui, lui, sur le papier, faisait un bon 8K. Alors le GoPro, je pense que Sergio, tu l'as travaillé aussi. Tu as essayé de l'étalonner, mais tout était donné au départ. Donc on avait un piqué, on avait un sharpness, mais le rig hélium était plus doux, plus joli. Donc c'est vraiment un peu comme de la pellicule, c'est vraiment un look qu'on peut donner aux images suivant le capteur qu'on utilise quand on fait des solutions custom entre des objectifs et des capteurs. Et après celui-là, donc c'est un rig qui nous a servi pour la société Cube pour un projet qui s'appelle 1 mètre heure, où Sylvain ici présent nous avait demandé de faire une captation donc des cieux. En tas de données, c'était quoi? C'était 20K minimum. Et donc, en faisant un assemblage de 5 boîtiers photo Canon, nous avions réussi donc à sortir un écui de 24K. En timelapse, oui, c'était de l'hyper timelapse. Et en HDR aussi. Voilà. Oui, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on faisait une photo, on braquettait 2 fois. Donc, chaque photo était triplée. 5. Bon, t'en sais plus que moi. Donc vous savez à qui vous devez parler si vous avez des tournages avec des rigs que vous fabriquez. Voilà. Après, si on parle argent, un rig comme ça, la journée, je crois qu'on était à 12 000 € de location. Celui-là, on doit être un peu moins. 3, 4, ouais, ça c'est du 3 000 € jour, quoi. Voilà, donc c'est ce qu'on vous disait au début, c'est-à-dire qu'il y a... Et sur des gros budgets, celui-là c'était sur le projet RealSync, donc il était un budget global de 350 000 €. Voilà. Donc après, c'est aussi adapter les tournages en fonction des budgets, des envies et de la limite basse qu'on se met sur la qualité du tournage, quoi. Voilà. C'est la règle d'or. Sergio, voilà, c'est à toi.
Merci de toutes ces explications. Voilà, donc là je t'ai mis un peu ce que tu m'as gentiment envoyé. Donc si tu veux un peu parler de ton rig et puis de ce que tu fais, voilà, tu peux. Oui, bon. Et comme tout le monde a dit, on a... Ça marche okay. Comme tout le monde a dit, il y a pas mal de contraintes et des limitations dans le tournage de réalité virtuelle, surtout si on entre dans la stéréoscopie. Donc, après avoir essayé tous les rigs qu'il y avait dans l'époque, il y a 4 ans, 5 ans, on a décidé avec une équipe ici en Paris, des amis, stéréographes, machinaux et tout ça, de commencer à étudier, à créer un prototype de caméra. Et au début, c'est à GoPro, c'est plus bon marché pour la part de recherche et développement. Et on a essayé différentes géométries, différentes approximations des solutions. On a tourné pas mal. À partir de cette expérience, ça nous a permis d'analyser exactement toutes les problématiques de la stéréoscopie VR et de les stitch de la connexion des caméras. Et de là, on a sorti 2 lignes de recherche. D'un côté, avec toutes ces informations, j'ai développé la Mystica VR, un logiciel de stitch qui vient nous aider à solutionner les problèmes de stitch en général pour tous les rigs commerciaux de marché. Et aussi la possibilité de faire les custom, ton propre preset, que ça permet aussi d'ouvrir la porte à tous les bricoleurs comme moi ou comme Castor, qui on aime bien en faire des rigs spécifiques pour chaque jour. Et voilà. Et de l'autre côté, à part des logiciels, on a commencé le développement d'une caméra et qui réduit un peu toutes les contraintes qu'on a trouvées et qui nous donne un peu plus de liberté créative à l'heure de faire le tournage. Donc ça, c'est le premier modèle qu'on travaille maintenant avec ce modèle. C'est en location parce que c'est trop cher de développer des prototypes comme ça. Donc l'unique manière de récupérer l'argent, c'est le mettre en location et comme ça, avec l'argent, on continue en train de développer de nouveaux modèles, de nouvelles histoires. Donc ça, mais basiquement, on a pas mal c'est une réponse vraiment intéressant en termes de distance de rig. C'est une histoire qu'on cherche, c'est avoir des acteurs, des comédiens proches des caméras avec une stéréoscopie propre. Ça, c'est part de la recherche. Donc là, on a 40 cm de caméras, donc on peut vraiment partir pour faire des histoires plutôt dramatiques ou cinématographiques. De l'autre côté, la possibilité de gérer la lumière et l'aperture, le diaphragme et tout, caméra par caméra. Donc de cette manière, on peut régler vraiment les GFO, on peut travailler la lumière caméra par caméra. C'est vrai que ça prend du temps. Tu dois faire les réglages de 10 caméras ou 12 caméras. C'est sympa. Mais tu as un peu le contrôle. Et l'autre chose qu'on a trouvé dans toutes les caméras, c'est la part de compression. Tous les fichiers sont compressés, H265. Donc, on a parti à enregistrer en RAW. Et on a développé notre propre mathématique, algorithme pour faire les dévaillères ou des mosaïques pour arriver à post-prod avec un minimum de qualité pour pouvoir qu'il soit étalonnable. J'adore ça. Oui. Et voilà. J'ai aussi un background d'étalonneur, donc ça, c'est une priorité pour nous. Et finalement, l'autre chose qu'on n'a pas trouvé dans les marchés, c'est une caméra qui nous permet de tourner des tournages d'action, des mouvements. On peut parler de la synchro. Donc, on a développé un système de synchronisme parfait dans les caméras qui nous permet de tourner des objets qui bougent vite devant la caméra et qui réduit énormément les problématiques de stitch à la fin et de déformation des optiques. Et on a découvert que maintenant, dans le développement qu'on fait maintenant, que la synchro parfaite des caméras nous ouvre une autre différente porte, que c'est pas seulement la captation la captation VR, sinon que maintenant on a parti pour utiliser cette caméra en différentes géométries pour la capture volumétrique. Et la précision des sous-pixels qu'on a dans toutes les caméras, ça nous permet d'identifier dans l'espace exactement ces pixels pour la reconstruction volumétrique ou le depth map, ou reconstruire à partir de l'image les volumes qui sont devant nous pour la prochaine génération de contenus. Ouais, la capture volumétrique, c'est un gros sujet pour la cinématique VR, qui est un sujet d'aujourd'hui. Il y a une conférence demain que je vous invite à venir, que j'anime. On en parlera. Ok, très bien. J'avais mis juste ça. Alors, oui, c'est ça un peu c'est la différence. C'est aussi travailler avec toutes les caméras des marchés qu'on a trouvées, c'est rolling shutter. Donc c'est normal parce qu'il y a un sensor de global shutter
qui nous permettent de faire ça, c'est autour de 1000 fois plus cher dans les marchés. Donc, si on parle à partir de 8 caméras, 10 caméras, 15 caméras pour créer un rig un peu puissant, les chiffres sont un peu monstrueux. Oui, c'est notre raison et pourquoi on a décidé de mettre notre technologie en location. Parce qu'on évolue tout le temps. C'est impossible de vendre un système comme ça, parce que c'est trop cher. Et là, la location, donc aujourd'hui, on peut louer ta caméra oui. Avec un opérateur, parce que du coup, il faut quand même quelqu'un qui sait l'utiliser, c'est ça? Okay. Oui. On a prévu faire des trainings pour les assistants des caméras ou les chefs op. D'accord. Voilà. Ok, je passe parce que voilà. Il nous reste, allez, on a débordé de 5 minutes, c'est très honnête. On a encore droit à 5 minutes. L'avenir, on parlait de la vidéo volumétrique. C'est vrai que c'est quelque chose alors moi je dirais c'est un peu hype parce que on en parle beaucoup, mais finalement peu de gens savent de quoi on parle quand on parle de vidéo volumétrique. Par contre, il y a des usages qui sont vraiment identifiés. On en a besoin, on en aura besoin. C'est encore les résultats aujourd'hui de ce qui existe sur le marché ne sont pas aussi impressionnants qu'un rendu 3D même temps réel dans un moteur de jeu. Évidemment, on parle de la texture dans ce cas-là, mais voilà, il y a des progrès, ça avance. Voilà, avec ce que tu fais aussi. Voilà, je vous dis, il y a une conférence là-dessus demain à midi. Voilà, donc si ça vous intéresse. Et puis l'avenir des caméras all-in-one qu'on a là, qu'est-ce que c'est? Alors est-ce qu'il y en a un déjà? C'est une bonne question parce que le marché il n'est pas gigantesque et malheureusement il ne grossit pas autant que ce que les analystes nous l'avaient dit en 2015. C'est malheureux, mais on n'est pas. Enfin, je sais pas s'il y a un millionnaire autour de la table. Je suis pas sûr. Et dans la salle, non. Voilà, donc malheureusement c'est pas facile. Donc l'avenir, il y a une caméra qui va être annoncée par exemple par Kandao dans 2 jours, qui va sortir, donc qui va, on peut pas en parler, mais qui sera mieux que ce qu'il y a aujourd'hui dans les caméras consumer. Alors eux ils vendent pas ça en consumer, mais on va voir ce que ça donne. Une caméra qui sera plus définie que ce qu'on a aujourd'hui, donc plus de pixels. On reparle des pixels. Il y aura plus de pixels que des caméras aujourd'hui consumer back-to-back sur le marché. Voilà. Ce qu'on pourrait retenir aussi, c'est la montée en pixels, en tout cas en définition. Il y a 3-4 ans, on va dire, la norme sortir un écui rectangle en 4K était cohérent parce que les casques avaient une définition relativement faible, où on peut parler de 90 degrés pour 1 kilo, pour 1 K. Maintenant, on a quand même des casques depuis 1 an et demi qui ont environ 2K par œil. Donc, si on fait le calcul, en moyenne, les casques ont 85 degrés, ce qui fait 4 fois et demi. Donc, il faudrait que la norme soit déjà le 8K, voire plus. Il y a cette course au pixel indirectement qui est importante parce que c'est un écosystème complet. Jusqu'à présent, le parent pauvre était le casque. Donc, c'est pour ça que tourner avec des GoPro, ça suffisait largement. Mais maintenant que les fabricants de casques ont monté leur qualité des dalles inclus dans les casques, notamment pour le jeu vidéo, pour tout ce qui est CGI, il faut qu'en tournage, nous, on monte en qualité pour être cohérent et pas avoir une image vraiment de mauvaise qualité dans le rendu par rapport à ce que va proposer un jeu vidéo ou une expérience en VR pure. Voilà, donc l'incohérence qui reste aujourd'hui, c'est le ratio entre le budget et la production d'un film cinématique VR. Parce que s'il y a des producteurs dans la salle, je vous en supplie, ne pensez pas que c'est pas cher. Ne pensez surtout pas que c'est moins cher de faire un film en cinématique VR qu'un film plat, parce que si on veut faire de la cinématique, pourquoi voilà, donc il me reste 2 minutes, même si on a débordé. Tu veux dire J'ai un autre paramètre à prendre en compte par rapport au casque. On n'a pas parlé de fréquence d'image. La plupart des casques travaillent à 75. La base, on va dire, c'était 90 Hz. Après, sur certains casques, les fabricants par rapport au processeur interne, ont limité à 75. Le Go, par exemple, va qu'à 60. Mais c'est important de prendre ça aussi en compte quand on travaille sur un film et qu'on sait qu'il va terminer dans un casque et pas sur Facebook et YouTube. Cette fréquence d'image est importante parce que n'oublions pas que si on livre dans un casque un film à 30 images,
la dalle étant en 60, il est obligé de l'interpoler, donc c'est quand même à l'intérieur du casque que va se faire l'interpolation de 30 à 60 images. J'ai eu le cas, moi, sur un film. C'est pas faute d'avoir dit à la post-prod, on était obligé de tourner à 30 par rapport à la caractéristique de la caméra, mais j'avais demandé à la post-prod de retravailler tout le film à 60 avec des gros logiciels et pas laisser au casque de faire le travail. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Et du coup, quand on regardait en latéral, pour des yeux assez aguerris, on voyait vraiment qu'il y avait un problème de strobe qu'on aurait pu limiter en prenant ça en compte. Et c'est le cas sur pas mal de choses. Est-ce qu'il vaut mieux travailler en fréquence d'image importante, quitte à, sur toutes ces caméras tout en un, de réduire la qualité? Il y a une vraie question à se poser, quoi. Parce que dans la vision, la fréquence est aussi importante autant que la définition. Eh bien, merci à tous. Si vous avez une question, on la prend. Personne. Merci d'avoir assisté. Merci aux conférenciers d'avoir participé.